Alors, je vous présente Stéphanie Ouellette, qui est nutritionniste diététiste diplômée de l'Université Laval en 1994. Ensuite, elle poursuit ses études et obtient une maîtrise en nutrition en 1998. La dénutrition a été un de ses champs d'intérêt depuis son sujet de recherche, la publication d'un document sur la malnutrition des personnes âgées pour l'Ordre professionnel des diététistes du Québec qui l'ont menée à vivre des expériences variées et à pratiquer dans divers milieux. Aussi, depuis plus de 20 ans, elle travaille auprès des personnes vivant avec des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'AMPOC et autres. Elle travaille depuis plus de 13 ans avec l'équipe des maladies chroniques dans une approche d'autogestion où les personnes qui consultent sont les experts d'eux-mêmes. Madame Ouellette est nutritionniste diététiste au Centre Jean-Jacques Gaultier, Centre d'expertise en promotion de la santé, prévention et gestion des maladies chroniques. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté de revenir nous voir pour la deuxième fois, parce que la première conférence de Madame Ouellette se trouve sur notre chaîne YouTube, si vous ne le saviez pas. Alors, recherchez sur notre chaîne YouTube le titre « Garder le cap à l'épicerie ». Alors, je ne vais pas prendre plus de votre temps et je vous cède maintenant la parole, Stéphanie, et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci beaucoup, Hélène. Je veux remercier Hélène Bilodeau pour avoir invité notre équipe à présenter à l'Association pulmonaire du Québec, en fait, depuis 2021, qui s'est assuré du bon déroulement de la préparation de cette visioconférence. J'aimerais aussi remercier ma chef de programme pour avoir facilité ma présence auprès de vous aujourd'hui. Habituellement, on va commencer par une déclaration de conflit d'intérêt. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais je tiens à vous dire que je connais davantage les problématiques des personnes vivant avec une MPOC et les personnes ayant expérimenté un état de dénutrition. J'ai eu quelques opportunités de travailler avec des personnes ayant d'autres problématiques pulmonaires. Cette présentation ne remplace pas une consultation avec une nutritionniste ou un diététiste. Aussi, si vous avez des troubles avec vos reins ou si vous avez une limite de liquide, vous aurez besoin d'astuces différentes de ce qu'on va discuter aujourd'hui pour certaines des astuces. Aussi, je dois vous informer, en fait, j'ai des petits problèmes avec mes yeux, donc pour les aider à bien fonctionner, j'ai 2 paires de lunettes, donc j'ai l'air d'avoir des lunettes de soleil, mais ce sont des lunettes spéciales qui permettent à mes yeux de travailler ensemble pour être en mesure de suivre la présentation avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, je veux vous féliciter de prendre un moment d'arrêt pour vous renseigner sur les stratégies pour améliorer votre santé, votre qualité de vie. Les visioconférences comme celle d'aujourd'hui sont des outils pour vous aider dans l'autogestion de votre santé pulmonaire. En apprenant sur votre état de santé et comment agir sur vos facteurs de risque, vous avez le pouvoir de choisir autrement pour trouver votre équilibre. Il y a des millions de façons différentes. Il s'agit de trouver la vôtre. Il y a plusieurs options. Aujourd'hui, nous allons parler d'alimentation. Lorsque vous avez une exacerbation, la plupart d'entre vous avaient déjà un plan d'action. Nous allons ajouter une dimension pour planifier un regain d'énergie, pour assurer d'avoir le carburant nécessaire et pour empêcher la perte de masse musculaire. Un problème non dépisté ne peut pas être traité. Au niveau de la santé nutritionnelle, à quel moment est-ce que ça dérape? Pour se mettre en appétit, on va se demander pendant un petit moment, comment ça s'est déroulé votre dernière exacerbation? Comment était votre niveau d'énergie? Étiez-vous essoufflé? Aviez-vous faim? Avez-vous de la difficulté à vous alimenter, à préparer vos repas? Étiez-vous trop fatigué pour manger ce que vous aviez préparé? Aviez-vous de la difficulté à boire suffisamment? Et après, est-ce que cela a nécessité beaucoup de temps pour le retour à votre normal? Selon votre maladie pulmonaire et votre traitement, vos besoins nutritionnels peuvent être augmentés. Par exemple, une personne vivant avec une MPOC a des besoins plus élevés en énergie à tous les jours. Au repos, votre corps a besoin de 17 à 25 d'énergie en plus, car votre corps travaille plus fort pour respirer et l'inflammation augmente les besoins en énergie. L'inflammation est un mécanisme de défense du corps. Aussi,
lorsqu'une exacerbation survient, vos besoins en énergie sont encore plus augmentés, ou on dirait encore plus et plus. Concrètement, ça peut vouloir dire d'ajouter l'équivalent de 1 ou 2 repas par jour de plus à vos apports habituels. Nous verrons des stratégies pour optimiser chaque bouchée et chaque gorgée. Si vos besoins nutritionnels sont augmentés et que vos apports ne sont pas ajustés, votre corps aura de la difficulté à lutter contre l'exacerbation, aura plus de difficultés à respirer, à déloger le mucus, à assurer votre système immunitaire, à lutter contre l'épuisement et à reprendre des forces. Selon votre état de santé habituel, un état de dénutrition peut s'installer rapidement si vous mangez moins et que vos besoins sont plus élevés. L'écart augmente d'autant plus vite. Un état de dénutrition augmente les risques d'infection et la spirale de dénutrition peut s'installer. Une dénutrition non dépistée ne peut pas être traitée. Si vous perdez l'appétit, si vous perdez de l'énergie et que vous notez une perte de poids, n'attendez pas. Vous êtes dans une zone de danger. Premièrement, visez l'arrêt de la perte de poids et ensuite le regain graduel du poids perdu involontairement. Vous pouvez agir pour renverser la situation. Est-ce que c'est possible de bien manger durant une exacerbation? Bien sûr. Pardon. C'est la première protection de votre état nutritionnel. On débute par regarder ce que nous mangeons habituellement. On veut optimiser notre état nutritionnel à partir d'aujourd'hui. Prenons une illustration représentant un repas équilibré lorsque nous ne sommes pas en exacerbation. Il y a plusieurs façons d'illustrer l'équilibre et la variété alimentaire selon votre alimentation. Si vous êtes omnivore ou flexitarien, comme diraient les plus jeunes aujourd'hui, si on est végétarien, végétalien, selon notre culture alimentaire d'origine, selon certaines conditions de santé. Donc, il suffit d'adapter les notions de base et les appliquer selon vos préférences. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter une nutritionniste pour vous aider à avoir plus de variété, car la variété est synonyme de synergie entre les nutriments, les aliments. On peut représenter un repas équilibré par des proportions. Ça peut être 1/3 à 1/2 de l'assiette de légumes, 1/3 à 1/4 de source de protéines, soit animales, à peu près l'équivalent d'un jeu de cartes de 52 cartes, ou des protéines végétales, soit environ un point fermé de légumineuses. 1/3 à 1/4 de l'assiette de produits céréaliers ou féculents. Un produit laitier ou un substitut végétal et un fruit font partie d'un repas équilibré aussi. On cherche à avoir plusieurs aliments dans un repas car tous agissent en synergie. Si notre appétit ne nous permet pas de tout manger en un repas, on peut fractionner notre repas en 2 et manger la deuxième moitié quelques heures plus tard ou prendre un plus petit repas en s'assurant d'ajouter des collations nourrissantes supplémentaires. La représentation d'un repas équilibré peut être très différente de vos repas. Vous pouvez choisir différemment à votre mesure. Par exemple, si on vise l'atteinte d'un jeu de 52 cartes pour une portion de viande ou la paume de votre main pour un repas ayant de la viande, du poulet ou du poisson ou un point fermé pour des légumineuses, on peut ajouter quelques bouchées à la fois. Si votre appétit ne vous permet pas de manger cette quantité à un repas, on peut aussi ajouter une tasse de lait ou de boisson de soya entre le repas et la prochaine collation pour compléter les apports. Si vous souhaitez ajouter de la variété, relever un défi d'essayer une nouveauté à un intervalle qui vous est réaliste, vous pouvez le faire. Si vous manquez de temps ou d'énergie, utilisez des ingrédients précoupés ou préparés qui ressemblent à ce que l'on peut faire à la maison. En cas d'exacerbation, on peut garder les mêmes proportions qu'à tous les jours, mais on planifie plus précisément les sources de protéines, de glucides et de matières grasses. Quelles sont les stratégies pour naviguer lorsque vos besoins sont plus grands, votre énergie est au plus bas et que votre appétit a pris des vacances? On y va par priorité. Les priorités sont d'obtenir l'énergie, le carburant nécessaire pour combattre et faire vos journées.
d'obtenir suffisamment de protéines pour éviter la fonte musculaire, s'accorder du réconfort parce qu'on est malade et réduire les risques de complications en assurant notre santé nutritionnelle. Pour y arriver, 3 stratégies sont essentielles. Chaque bouchée et chaque gorgée doit compter. Manger et boire plus souvent. Viser des stratégies d'économie d'énergie avant, pendant et après les repas. Comment applique-t-on ces stratégies dans notre quotidien? En exacerbation, on vise, premièrement, que chaque bouchée, chaque gorgée doit compter. On cherche ce que l'on peut ajouter pour améliorer la densité nutritionnelle de ce que nous mangeons. Pour les aliments composant nos repas, on va prioriser ce qui est le plus nourrissant en premier et on ajuste ensuite vers un repas plus équilibré. On vise plus d'énergie. Et oui, plus de calories. Pour avoir le carburant supplémentaire, plus de protéines pour protéger notre masse musculaire et des glucides comme source de carburant usuel. On recherche des aliments peu ou pas transformés car ils sont plus nourrissants. Et dans un deuxième temps, on cherche ce que nous pouvons y ajouter. Je tiens à vous rappeler de respecter vos goûts, votre culture alimentaire et vos intérêts. Par où débuter? Cherchons tout d'abord ce que nous avons déjà à la maison. Cherchons tout d'abord ce que nous avons déjà à la maison et ce qu'on a qui peut y être ajouté. Ensuite, cherchons ce que nous pouvons acheter pour compléter. Si l'exacerbation dure longtemps, quelle alternative est-ce que j'aimerais essayer? On tentera de l'essayer à l'avance pour vérifier si on aime ça. Qu'est-ce qu'une protéine? Dans quel aliment est-ce qu'on les retrouve? À quelle fréquence en ai-je besoin? On a besoin de suffisamment de protéines à tous les repas et à toutes les collations. On cherche des sources de qualité, comme dans les sources animales, le poisson, la volaille, le bœuf, le lait, le yogourt, le fromage, etc. Les sources végétales, comme les légumineuses, les noix, les graines, le tofu, le PVT, etc. La structure, la force de nos muscles dépendent des apports en protéines. Pour les personnes MPOC, les personnes dénutries et pour prévenir la perte de masse musculaire reliée à l'âge, c'est un nutriment essentiel. Il contribue à conserver notre autonomie en prévenant la fonte musculaire. Lorsqu'on manque de protéines, ça peut se constater par de la faiblesse, de la fatigue musculaire, des chutes, de la perte de force musculaire respiratoire, donc plus de difficultés à respirer. On ajoute des matières grasses. Qu'est-ce qu'on choisit comme matière grasse? En fait, les matières grasses libèrent beaucoup d'énergie dans un petit volume d'aliments. On vise la qualité et la modération en général, sauf si nos besoins sont augmentés. Par exemple, une personne MPOC, une personne en exacerbation ou une personne dénutrie. Lorsqu'on manque d'appétit, les matières grasses peuvent aider à stopper la perte de poids afin de maintenir ou de gagner le poids qui a été perdu de façon involontaire. Excusez-moi. Privilégier et ajouter des gras végétaux, comme des avocats, des olives, de l'huile de canola, d'huile d'olive, des vinaigrettes les intégrants, des noix de Grenoble, des graines de citrouille, de tournesol ou d'autres sources. Et des produits laitiers, comme du lait, du yogourt, des desserts au lait, des fromages ou leurs équivalents végétaux. On vise à répondre à vos besoins physiques tout en gardant le plaisir de manger. On peut ajuster les méthodes de cuisson, privilégier les viandes ou les protéines végétales et y ajouter des sauces. Aussi, après l'exacerbation, il sera important de revenir à notre consommation usuelle de matières grasses. Pardon. Pour des astuces d'enrichissement en matières grasses et en protéines, plusieurs dépliants existent en ligne en français et en anglais pour vous donner des idées, comme celui du CHUM, en fait, plusieurs sur le site des diététistes du Canada, de la Fondation Holo, du dispensaire diététique, le Malnutrition Task Force et sur le site de la province de l'Ontario. Aussi, pour des idées de recettes à préparer à l'avance, vous pouvez vous inspirer des recettes de plein air, de personnes qui luttent contre un cancer ou des stratégies d'économie d'énergie de divers programmes de réadaptation, par exemple pour la sclérose en plaques ou la SLA ou d'autres.
Bref, pour que chaque bouchée et chaque gorgée compte, on veut choisir les aliments les plus denses, les plus nutritifs, soit un aliment de base et y ajouter des matières grasses et une source suffisante de protéines. On planifie nos repas et nos collations plus denses. Oh, pardon, je recommence. Deuxième stratégie. On veut manger et boire plus souvent. Donc, à chaque heure, 2 heures ou 3 heures, on veut manger et ou boire. On planifie des repas et des collations plus denses, des ajouts aux besoins, pour 3 repas et 3 collations par jour à tous les jours. Si on n'a pas d'appétit, on peut se donner le défi de manger ou de boire quelque chose de nourrissant à chaque heure ou chaque 2 heures. Aussi, on peut faire des ajouts dans nos breuvages et pour prendre nos médicaments à tous les jours, si la prise de médicaments permet de manger lorsque vous les avalez. Aussi, je vais me permettre une petite parenthèse à ce moment-ci sur l'hygiène de la bouche, hein, se laver les dents, se gargariser. Ça aussi, ça peut aider au niveau de l'appétit. Donc, avoir une bouche propre avant de prendre une collation, ça peut nous aider à gérer les obstacles là, de l'appétit. Puis après un repas aussi, pour aller déloger ce qui peut être pris là, entre la joue et la gencive aussi, ça va être important. Je ferme la parenthèse. Assurer une bonne hydratation par des liquides ou des aliments qui contribuent à nous hydrater, c'est super important, c'est certain. Des aliments comme le yogourt, le lait, les compotes, les fruits, les légumes, les boissons nutritives maison ou du commerce, des smoothies. Bien hydraté, vous allez avoir plus de facilité à respirer puis à dégager le mucus de vos poumons par la toux. Aussi, lorsqu'on est déshydraté, lorsqu'on manque d'hydratation, ça diminue l'élasticité de la membrane pulmonaire, ça épaissit le mucus, puis ça risque de causer des problèmes avec nos électrolytes. Troisième stratégie, l'économie d'énergie. Pour illustrer l'économie d'énergie, nous pouvons utiliser 2 images ou 2 analogies, une française et une anglaise. Ça peut nous aider à expliquer à nos proches et à se rappeler à nous-mêmes d'être attentifs et prévoyants pour utiliser au mieux notre énergie durant une journée. Donc, on peut utiliser l'image des haricots. Donc, on peut se dire qu'on a 10 haricots pour faire notre journée, notre réserve d'énergie. Et on peut se dire aussi en anglais, on va dire les spoonies pour les cuillères. Donc, on peut dire qu'on a un certain nombre de cuillères pour faire notre journée. Chaque activité de la journée entame notre réserve d'énergie. Et oui, même prendre notre douche. Chaque activité va utiliser 1, 2 ou 3 haricots. À nous de bien prévoir les pauses et les activités afin de les ménager et de ne pas arriver à la fin de nos haricots ou de notre énergie. Lorsqu'on pense à notre alimentation, il y a les activités de planification et d'organisation, comme planifier notre menu, la liste d'épicerie à partir de ce qu'on a sous la main, la préparation des aliments pour cuisiner, ou magasiner un traiteur, ou inclure ce que nos proches peuvent préparer pour nous. Peu importe notre situation, une astuce est de faire un plan d'action à l'avance, préparer nos options, faire notre liste en cas d'urgence ou en cas d'exacerbation. On planifie pour conserver notre autonomie et faire face à l'exacerbation. Planifiez divers scénarios afin d'être prêt à toute éventualité. Choisissez vos options à l'avance. Pour bien gérer vos énergies, séparez les étapes de la préparation des repas, de la vaisselle, du rangement après le repas. Vous pouvez aussi vous accorder 15 ou 30 minutes avant le repas pour vous reposer, séparer les choses en étapes et ça va vous assurer d'avoir le meilleur appétit possible. Lorsqu'on est trop fatigué, ça peut diminuer l'appétit et l'envie de manger. D'autres astuces sont adoptées avant, pendant et après un repas ou une collation. Donc, se reposer avant et après, fractionner les repas, séparer les repas, ajouter des collations aux collations s'il faut, mais en s'assurant de prendre les autres parties du repas et les autres collations. Mastiquer de petites bouchées. Et si mastiquer vous fatigue, vous pouvez boire vos soupes à la tasse et viser des aliments et des repas, des choix de repas plus mous, comme du pâté chinois, du poisson, des pâtes, du yogourt, des compotes, des puddings, des desserts au lait ou leur équivalent végétaux.
Quand consulter une nutritionniste ou un diététiste, quelles sont les zones à risque? La première est de changer de poids de façon non volontaire, soit une perte de poids ou soit une prise de poids. Attention, lorsqu'on utilise des corticostéroïdes, on augmente la perte de masse musculaire. Ça fait fondre les muscles et ça cause une rétention d'eau, de l'édème, qui peut masquer une perte de poids. Soyez attentifs à la perte de force et à la perte de masse musculaire, à la perte de muscle. On souhaite préserver nos grands muscles pour préserver notre autonomie et les petits muscles pour maintenir le fonctionnement des poumons, de la respiration, garder leur élasticité, produire le surfactant, poursuivre nos activités du quotidien et faire de l'activité physique à notre mesure. On veut garder notre endurance puis éviter les complications de santé et les plaies. Attention aux excès d'aliments riches en sucre concentré, parce qu'en phase aiguë ou lorsqu'on utilise de la corticothérapie, ça peut augmenter le travail respiratoire par l'augmentation du CO2. Deuxième zone à risque, lorsqu'on perd l'appétit et que ça diminue beaucoup ce que vous mangez ou ce que vous buvez. Avez-vous subitement perdu l'appétit? Est-ce que vous mangez moins que ce que vous mangez habituellement? Depuis combien de temps? Est-ce que ça fait plus qu'une semaine? Plus que 10 jours? Est-ce que vous omettez des repas sans compléter vos apports avec des collations ou des suppléments appropriés? Mangez-vous au moins 3 repas par jour? Y a-t-il des aliments que vous évitez car ils vous causent des problèmes de digestion, d'étouffement? Ils sont peut-être trop durs, difficiles à croquer, à mâcher? Avez-vous des problèmes de reflux? Quelle quantité de liquide buvez-vous dans une journée? Y a-t-il des groupes d'aliments que vous ne mangez pas? Avez-vous besoin de suppléments de vitamines ou de minéraux pour compléter? Utilisez-vous des suppléments nutritionnels du commerce? Êtes-vous trop fatigué pour planifier vos repas? Cherchez des ressources pour les préparer. Avez-vous besoin d'aide pour avoir assez d'aliments par des banques alimentaires, une épicerie économique? Troisième zone à risque, si vous avez des difficultés ou des obstacles à votre alimentation. Êtes-vous essoufflé après vos repas? Gonflé, exténué? Privilégiez des repas moins lourds et ajoutez des collations nourrissantes pour diminuer la pression sur la poitrine et le diaphragme. Évitez d'être essoufflé. Mieux vaut manger plus souvent en plus petite quantité pour ne pas se sentir trop chargé. Prenez le temps de bien mastiquer en savourant de petites bouchées pour tirer le maximum de nutriments et éviter d'être essoufflé. Soyez attentif à expirer avant d'avaler si ce n'est pas déjà un réflexe pour vous. Mangez en position assise. Suivez votre plan de traitement. Et si vous avez une recommandation spécifique pour un bronchodilatateur, de l'oxygène, l'utilisation de liquides ou d'aliments à texture modifiée, suivez votre plan de traitement. Éliminez les sécrétions avant de commencer à manger, au besoin. Au besoin, utilisez un bronchodilatateur avant un repas. Prendre des pauses durant le repas. Et éviter les aliments qui vous ballonnent. L'utilisation de paille, des boissons à bulles peut aussi vous aider. Les boissons à bulles, la gomme à mâcher, les bonbons peuvent augmenter le risque d'avaler de l'air, ce qui augmente la pression sur le diaphragme. Ne pas manger des aliments qui vous donnent des gaz habituellement, pour la même raison. Aussi, rappelons-nous que chaque maladie pulmonaire et chaque personne est différente. Donc, les stratégies pour contourner les obstacles à bien manger seront différentes. Si vous avez besoin d'aide pour identifier ces stratégies ou les appliquer dans votre vie, vous pouvez consulter une nutritionniste. Aussi, si vous avez une perte ou une prise de poids involontaire, si vous perdez subitement l'appétit, si vous souffrez de dénutrition, prenez des corticostéroïdes. Si vous avez d'autres maladies chroniques comme le prédiabète, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou maladies coronariennes athérosclérotiques ou d'autres, n'hésitez pas à consulter. Si possible, consultez avant une exacerbation ou après pour en tirer le maximum. Rappelons-nous les stratégies que l'on veut mettre en valeur. Donc, quelles stratégies avons-nous pour naviguer lorsque nos besoins sont plus grands, l'énergie est au plus bas et que notre appétit a pris des vacances?
Nos priorités sont d'obtenir l'énergie ou le carburant pour faire nos journées, obtenir les protéines pour éviter la fonte musculaire, s'accorder du réconfort parce qu'on est malade et réduire le risque de complications tout en assurant notre santé nutritionnelle. Pardon, les stratégies pour y arriver, chaque bouchée, chaque gorgée doit compter, manger et boire plus souvent, viser l'économie d'énergie. Concrètement, comment on peut faire ça? On peut assembler des repas ou des collations, des fois à l'avance, des fois sur le champ, ou des fois, si on a des outils, on peut s'en servir. Donc, un four, un grille-pain, un autocuiseur, un robot culinaire peut nous aider à sauver de l'énergie. On peut chercher des recettes qui se préparent en moins de 10 minutes ou des étapes de 10 minutes dans nos recettes qu'on aime déjà. On peut préparer des collations, préparer des repas à l'avance et avoir une bonne réserve. En terminant, je vous remercie et je vous félicite d'avoir pris un moment d'arrêt pour réfléchir et apprendre sur votre alimentation. Je me sens privilégiée d'avoir partagé ce moment avec vous. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est que vous avez le pouvoir de bien vous alimenter. Pardon, je vais recommencer. Vous avez le pouvoir de bien vous alimenter selon votre situation actuelle, en étant de bons détectives sur ce qu'on voit, ce qu'on entend et en gérant ce qui vous empêche de bien manger avec bienveillance. Je vous remercie beaucoup et remets la parole avec Madame Bilodeau pour la période de questions et laissez-vous inspirer.